mon père m'a toujours dit, fais quelque chose avec tes bras et tes jambes parce qu'avec ta tête, tu n'y arriveras jamais. Le téléphone ressonne et on nous dit non, vous n'avez pas compris. Vous montez un hélicoptère, on vous donnera les conditions aérologiques et vous prendrez votre décision après. Quand derrière j'ai ouvert mon parachute, j'arrivais pas à défaire mes freins pour pouvoir piloter. C'est aussi les couleurs de l'Olympique lyonnais, si je dis pas de bêtises. Particulièrement. Et je me suis fait un peu insulter. Je me fais chier en fait. Et j'ai vu qu'ils avaient joué. Donc ils ont été sur les limites hautes de la réglementation. Que moi, j'ai jamais eu un je t'aime de mon père. Ma mère, c'était un peu compliqué. Est-ce que tu te souciais à l'époque du regard de ton père? Horizon Pro, bonjour. Eh bien aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, pour une fois, que je vais cantonner au sol, parce que son univers, c'est plutôt les airs, la chute libre, les sauts en parachute. Plus de 15 000 sauts de référencés. Je pense qu'il ne va pas tout nous dire. Sébastien Carbillet. Bonjour Sébastien. Bonjour, mon Christophe. Ça te fait quoi d'être sur le plancher des vaches? Je peux être honnête? Ouais. Je me fais chier en fait. C'est vrai? Ouais. C'est ça en fait quand on est Les- sauteur en parachute, parachutiste? Parachutiste. c'est Les mieux. pieds au sol, je m'ennuie. Donc, qu'on soit dans l'eau ou dans le ciel, c'est vrai que c'est plus mes univers. Le sol, ouais, je m'ennuie un peu quand même. Alors, si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce que tu es intervenu plusieurs fois pour nous, bien évidemment, mais c'est aussi pour comprendre un peu comment on vient à basculer vers un monde qui n'est pas celui de commun des mortels. C'est-à-dire, nous, on est ras du sol, logiquement. Alors, il y a ceux qui pilotent, puis il y a ceux qui profitent des talents d'un pilote pour se barrer et tenter l'aventure. Alors, c'est quand même le fruit d'une passion familiale. Mon père était militaire, avait un statut particulier dans l'armée et il sautait en parachute. Ça veut dire quoi, un statut particulier? Il faisait que des missions secrètes ou il était instructeur? Les deux. Ok, bonne pioche. Donc, j'ai toujours voulu un peu lui montrer que je pouvais être un peu meilleur que lui, parce que jeune, j'ai eu des rapports très très conflictuels avec lui. On va pas griller toutes les étapes, j'aimerais comprendre, parce qu'à 4-5 ans, tu n'es pas en conflit avec ton père, si déjà? Ouais, peut-être, ouais. Ah oui, quand même, ah oui, ça remonte très 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 loin. Ça remonte très loin, ouais. Et en fin de compte, à un moment, je me suis dit, tiens, il faut que je sois meilleur que lui dans des choses. Et le parachutisme a été un élément où je pouvais très vite percer. Alors, il m'a quand même aidé, parce que quand j'ai commencé le parachutisme, il m'a mis entre des mains de bons moniteurs, de bonnes personnes. Il m'a mis un petit budget également pour sauter. Mais on commence à quel âge, cette affaire? Alors, moi, j'ai commencé tard, j'avais 20 ans. Ah oui, oui. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est comme la période d'avance. Qu'est-ce qui a fait que tu partes là-dessus? Quand tu es gamin, tu fais quoi? Tu t'es élevé où d'ailleurs? Moi, je suis né à Toulouse. J'ai vadrouillé un peu partout dans le monde à cause ou grâce à lui. Et arrivé en 4e, je me suis posé sur Pau. Et après, j'en ai pu bouger. J'ai bougé quand je suis rentré en Pôle Espoir, où j'ai fait un an à Tarbes. Et là, tu as fait plutôt rugby. C'était plutôt la J'ai joué au rugby. filière Ovalie quand même. J'ai joué au rugby. Alors, en fin de compte, jeune, j'ai fait du triathlon. Pourquoi? J'en sais rien. Oui, parce que c'était pas à la mode à l'époque, ça n'existait Pas du pas tout. vraiment. Sauf pour C'était le les- début du triathlon. Donc, je suis parti un peu en sport-études à Saint-Raph. Puis après, vu que je faisais pas grand-chose à l'école, je suis revenu sur Pau parce qu'il y avait un sport-études qui était créé par la section paloise. Je continue le triathlon et j'avais tous mes copains qui étaient rugbyman, qui jouaient à Pau. Moi, je devais m'entraîner tous les jours, eux, pas tous les jours. Le samedi soir, ils allaient faire la fête, moi, pas du tout. Ou si j'allais boire une bière avec eux, le dimanche, à la place de faire 50 bornes à vélo, j'en faisais 70. Donc, j'ai très vite bifurqué sur le rugby. Je me suis éclaté. C'était pas un métier, ça. Papa, il réclamait pas ce que tu t'engages dans l'armée? Alors, non, moi jeune, je voulais être saisonnier. Parce que. Alors, saisonnier, quand même une image un peu, non pas dilettante, mais c'est profiter de la vie aussi. C'est pas être dans un emploi classique, un employé de bureau, c'est de faire 3-4 mois, faire une pause, repartir 3-4 mois. Alors, je voulais pas être dans un bureau, et je veux toujours pas être dans un bureau. J'aime bien pouvoir travailler dehors. Et au début, l'enseignement, je savais pas ce que c'était. Et saisonnier, ça reprenait un peu des passions que j'avais, le ski et le surf ou la natation. Après, la natation, c'est venu grâce au triathlon aussi. Donc, à 16 ans, j'ai commencé à beaucoup skier, j'étais en club. À 18 ans, j'ai commencé à passer mon brevet état de ski, j'étais maître nageur sur les plages de Hossegor. Et à 18 ans, je rentrais à peine en terminale. Donc, En fait, tu avais le profil du parfait géo au Club Med, sans citer de marque. non, je suis pas très fan du Club Med. Non, je rigole, attention. Non, mais après, oui, Non, mais peut-être. t'es touche à tout parce que tu fais du vélo, tu fais du rugby, tu fais de la natation, du ski, du surf. Bon, tu t'es pas encore mis au parachutisme. C'est-à-dire que tu as du mal à cibler ce que tu vas faire? Non, Tu vas être dehors. Je veux être dehors. T'as qu'à t'occuper des espaces verts.
Ouais, mais j'ai deux mains gauches. Donc, non, je voulais faire du sport. Et si tu veux, je vais même plus loin. Ce lien avec mon père m'a toujours dit, fais quelque chose avec tes bras et tes jambes parce qu'avec ta tête, tu n'y arriveras jamais. Donc, C'était peut-être un peu dur. Est-ce que c'était le mérite de la franchise? Comment tu le recevais comme ça? C'était de la vexation? C'était dur à entendre? au début, je m'en foutais. Je pense que je m'en foutais intérieurement. Mais au plus profond, je voulais lui montrer que non, j'y arriverai, hein. Et ouais, j'ai été vexé, j'ai été touché, je pense. Alors, quand tu es jeune, tu fais pas trop attention, mais peut-être par la suite, tu t'aperçois que ces mots-là ont été durs quand même. Là, tu es en train de te construire. Pourquoi pas l'armée? Parce que tu veux pas cette dureté, ce côté obligatoire des choses? Il était militaire. Donc, c'est vrai que faire la même chose que lui. Souvent, il y a une transmission qui s'opère. Ouais, mais la transmission, je vois par rapport à comment je l'ai vécu, ma jeunesse avec lui, beaucoup en conflit, et je veux éviter ce conflit avec mes enfants. Donc, j'essaie de faire tout l'inverse. Alors, bien sûr, on se frite, hein, toujours entre père et fils, il y a des moments où ils sont un peu conflictuels, mais j'hésite pas à leur dire je t'aime. Que moi, j'ai jamais eu un je t'aime de mon père, ma mère, c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'essaye vraiment aussi de prendre cet opposé de lui. Donc après, j'arrive sur le parachutisme, mais c'est vrai qu'il m'a mis quand même un petit pécule pour commencer, des bons moniteurs avec qui je pouvais avoir confiance. Alors oui, toi, l'idée, c'était pas de faire du parachutisme juste pour ça, c'était en faire ton métier, d'aller jusqu'à quel niveau? Faire le sport, faire de la compétition ou aussi de devenir militaire, par exemple? Non, c'était pas du tout de faire du parachutisme militaire, c'était vraiment faire du parachutisme sportif très très vite. J'ai commencé le 3 août jusqu'au 1er septembre, j'ai pas arrêté de sauter. J'ai fait à peu près 100 sauts à cette période-là. Donc c'est là où le petit pécule de papa sert. Voilà, là c'est vrai que ça m'a beaucoup servi. Et très vite j'ai été faire une compète. Bon, je finis dernier. Ça fait mal un peu comme l'ego, l'orgueil en prend un coup. Tu peux nous définir ce que c'est exactement le parachutisme de compétition? Alors il y a plusieurs disciplines. Moi j'ai fait de la pression atterrissage. Je venais me poser sur une pièce de 1 euro. On part à 1000 mètres. On part à 5. Et c'est une discipline où il y a un classement individuel et un classement équipe. Ta performance en individuel compte pour la performance équipe. Donc si tu... Et les 5, c'est la même équipe ou C'est la même équipe. D'accord. Si tu penses que à toi, tes copains n'ont plus de temps pour travailler parce qu'on part à 1000 mètres et on ne peut pas poser les 5 en même temps. Donc il y a un étagement qui va se faire naturellement et après on va accentuer cet étagement par des décisions et ainsi de suite. Donc il nous faut quand même chacun un temps de travail et qu'on n'ait pas notre copain qui soit pile en face de nous ou à côté de nous parce que tout de suite après Donc ça c'est le saut de précision. De précision. Donc ça voilà à 1000 mètres en individuel ou en équipe. Et après j'ai fait de la voltige, c'est une discipline en chute. On atteint des vitesses assez folles, autour de 400 km/h. Et là on fait 6 figures imposées le plus vite possible. Donc c'est quoi? C'est les flips, les backflips? C'est des tours dans un sens ou dans un lot. Ce que fait notre ami Philippe Candeloro sur glace, toi tu le fais dans les airs. D'accord. Voilà. Et là, les juges, ils sont au sol avec des jumelles? Alors, il y a une caméra sol avec un zoom énorme. Il est en contact avec le pilote de l'avion, il donne un axe pour revenir. Et là, il donne un top largage. On a 2 secondes pour partir, on part. On est filmé. Il prend l'avion. Une fois que c'est fini, la carte SD part au juge. Et là, il y a 2 visions. Première vision, chrono. Et deuxième vision, il y a des pénalités. Et des pénalités dans tous les sens. À plat, dans celui-là et dans celui-là. Et si on finit pas un tour, on prend des pénalités. Si un loop, on ne le finit pas, pareil. Si on met de l'inclinaison également. Vélo, je vois où on s'entraîne, piscine, natation aussi. Parachutisme, c'est aussi dans des simulateurs où il n'y a que l'entraînement en conditions réelles qui peut faire. Alors les simulateurs de chute libre sont arrivés après. Quand j'ai commencé, ça venait. Maintenant, c'est un accélérateur pour notre sport. Mais c'est 2 sports différents aussi. La précision d'atterrissage, par exemple, on ne fait pas du tout de soufflerie, aucun intérêt, parce que c'est une discipline voile ouverte. Par contre, maintenant, on fait du tracté ou du treuillet. Donc, on va se faire tracter par une voiture ou avec un treuil et ça va nous monter à 150 mètres, 200 mètres, un petit peu plus. Et ça suffit pour travailler la précision. Et on finit de travailler un peu des... C'est un sport onéreux quand même, c'est un bon petit billet à chaque fois. Ça coûte des sous à chaque fois. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours, si je me souviens bien, c'est qu'il y a ce petit côté maverick. Top Gun, tu as tenté l'aventure aux États-Unis. Vous n'avez pas des surnoms un peu comme ça quand vous faites du parachutisme? Non, entre nous, non. Pas plus que ça? Pas plus que ça, Mais tu es parti faire un stage à l'étranger parce que tu voulais vraiment te perfectionner? Jeune, ouais. Quand j'ai fini ma première compète où j'ai été mauvais, je suis parti.
États-Unis, Maroc, un peu pour faire des sauts et derrière progresser et après pouvoir aller un peu plus loin. Parce que ouais, quand tu finis dernier, c'est marrant en 5 minutes, mais Est-ce que tu te souciais à l'époque du regard de ton père ou pas du tout? pas du tout, parce que j'étais vraiment parti dans un mood où il fallait que j'essaye d'aller voir le plus loin possible. Et je vois la mère de mes garçons, j'ai un souvenir quand je rentre à Tarbes, dans le pôle espoir, je m'entraînais pas tous les jours, mais quasiment. J'avais le paraclub qui était à 300-400 mètres de la maison, parce qu'on les voyait du balcon. Et un jour, je dis, bah, écoute, je vais m'entraîner. Il y avait un brouillard de malade. Et elle me dit, mais Seb, c'était un samedi matin. Et elle me dit, Seb, mais si tu n'arrives pas à passer le cap, à rentrer en équipe de France. Je dis, écoute, j'aurais mis tous les moyens en œuvre pour y arriver. Donc, elle m'a permis aussi de le faire. Grâce à elle, j'ai pu y aller. Et c'est vrai que j'ai essayé. Et après, c'est vrai que dans tous les sports, tu as un facteur chance aussi à un moment qui intervient. Alors, ce qui est intéressant avec ton sport, c'est que ce n'est pas une discipline qui est super médiatique, si ce n'est que au niveau de l'événementiel, ça fonctionne bien, parce qu'il y a toujours ce côté un peu magique d'un ballon qui va arriver au milieu d'un stade avec un parachutiste. Je crois que tu as fait ça aussi pour le Prince Albert à Monaco, sur un terrain de pétanque, c'est ça? Ouais, je crois que tu m'as vu avec des tenues un peu bizarres, toi, non? C'est assez étonnant ce. Alors, ouais, C'est quoi? C'est parce que tu as réussi à monter un business autour de ça et ça, c'est vraiment pas péjoratif? médiatiquement, on n'est pas. Vous n'existez pas. Ça existe. Le parachutiste, oui, j'ai fait 2-3 interviews à la télé, mais on ne peut pas regarder de compétition. Bah, déjà, quand c'est à l'extérieur, tu as le problème météo. Parce qu'il y a eu des compétitions où tu passes une semaine et tu fais 0 saut. S'il y a du vent, s'il y a de la pluie, Ouais, si un le peu plafond comme de le nuages. surf ou la voile quand il y a soit trop de vent, soit pas assez de vent. Tout à fait. Et derrière, j'ai voulu développer cette partie événementielle. Et cette partie événementielle, au tout début, on l'a développée à deux, avec un copain qui s'appelle Vincent G, ancien champion olympique en biathlon, juste avant Martin Fourcade. Et on avait défilé au 14 juillet tous les deux, on était l'un à côté de l'autre, donc on a sympathisé. Et à un moment, il me dit, Seb, ton sport, il faut qu'on en fasse quelque chose de plus médiatique. Et au début, tu es focus, compète. Et là, on a commencé à aller voir du monde un peu pour dire, le parachutisme, on va l'amener pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc, on a commencé un peu ces sauts de démonstration pour des événements sportifs, culturels. Donc, on a fait le Stade de France pour le Stade français rugby. Donc là, tu montes une SARL, tu montes on monte une ton business SARL. avec des budgets définis. Comment ça fonctionne? Alors, pas évident. c'est particulier parce que souvent, on nous demande quel est un devis pour ça. Et ma réponse, alors cette réponse vient d'un ami qui était commercial. Ma réponse était, j'ai pas de devis particulier à faire et ça va de X à X puissance X. Pourquoi? Le nombre de parachutistes, le lieu, l'aéronef pour se larguer, le lieu de départ où on va pouvoir décoller, parce qu'il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Petit alinéa important, j'imagine, les conditions d'annulation. Parce qu'il faut bien envie, mais s'il fait pourri le jour J et que ça fait 3 semaines que tu prépares l'affaire. Alors, c'est pas 3 semaines, souvent, il y a des conditions d'annulation qui sont écrites, qui sont partagées, parce que tu peux avoir une mauvaise météo, de la pluie, du vent, et de là, on peut ne pas sauter. Et surtout, c'est qu'on est les derniers décisionnaires. On ne subit pas la pression extérieure pour sauter, et ça se passe bien, très bien, mais ça se passe mal, ça peut vite faire. Si je me souviens bien, il y a eu une sorte de refus d'obtempérer. Ça, c'est un terme assez militaire. On te demandait de sauter et tu refusais. Alors, on n'a pas sauté sur le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Là, t'es militaire à ce moment-là? Oui. Quand je suis rentré en équipe de France, j'ai eu un statut militaire. Alors, c'est ça aussi qui est un peu curieux dans ta trajectoire. Papa militaire, tu ne veux pas être militaire, mais pour ton sport, finalement, tu as presque obligation d'être intégré à l'armée. Alors, il y a aujourd'hui, quand on est sportif de haut niveau, il y a des accords qui s'appellent les accords cadres. Et la jeunesse et sport passe des accords avec certains ministères, dont la Défense. Et de là, oui, on nous alloue. Ah, donc les biathlètes, les fondeurs, c'est pour ça qu'ils sont douaniers. Aujourd'hui, Martin Fourcade était armée de terre, Alain Bernard était gendarme. Voilà, on a beaucoup de liens avec ça. Il y a l'EDF également. Il y a la SNCF. Mais tu n'étais pas dans l'actif, tu n'avais pas de mission militaire. Non, on est détaché à plein temps pour s'entraîner toute l'année. Raconte-nous cette histoire, parce que le refus d'obéissance, c'est pas du refus. C'est pas un refus d'obéissance. On est le matin du 4. Alors, on saute le 12 juillet, on s'entraîne, beaucoup de vent. Bon, on estime que ça passe très bien. Et le 14 juillet, on se lève. Là, vous sautez au-dessus de la Concorde, au-dessus de la place de l'Étoile? Au-dessus de la place de l'Étoile. Et moi, j'étais parti 8e de l'hélicoptère. Le 12 juillet, j'étais parti quasiment vertical à la Tour Eiffel.
Donc j'avais reculé énormément. On est au-dessus de Paris, donc les zones de dégagement, elles sont pas folles, hein. Tu peux pas dire, tiens, je vais me poser n'importe où. Il y a un peu de place au troca, mais après, c'est serré. C'est ça qui fait la différence entre le sport et l'événementiel. Le sport, tu peux jouer. Tu es dans des aérodromes, tu es dans des champs énormes, donc tu n'es pas sur ta zone de poser, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. L'événementiel, c'est un endroit précis, un instant précis, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc si tu te loupes, excuse-moi du terme, tu passes pour un con. Le sport en prend pour son grade. Et derrière, ça peut devenir aussi vite dangereux. On parlera justement après de la gestion du risque, la maîtrise qu'il faut parce que tu peux jouer ta vie quand même quelque part. Je pense pas. Ouais, ça, tu vas nous expliquer après. Ça, c'est ta vision. Donc là, à l'entraînement déjà, il y a beaucoup de vent, il faut reculer. Il y a beaucoup de vent. Donc le 14 tout. juillet, on se lève et là, on voit les peupliers par terre. Donc on appelle et on dit voilà, au vu des conditions météo, on annule. Personne ne nous dit rien et 1 heure après, le téléphone ressonne et on nous dit non, vous n'avez pas compris. Vous montez dans l'hélicoptère, on vous donnera les conditions aérologiques et vous prendrez votre décision après. Et là, on dit oui, vous avez peut-être raison. Alors après, c'était peut-être ce côté aussi trop structure SARL parce que si on montait dans l'hélicoptère, tout de suite, il faut payer. Et là, c'est vrai que c'était un saut militaire, donc on n'avait pas d'hélico à payer. Nous voilà partis dans l'hélico et on commence à nous annoncer des vents. Et ce n'était pas en corrélation avec ce qu'on voyait. Où est-ce qu'ils sont pris les vents? Au sol, dans l'appareil? Il y a des cartes. Il y a des cartes météo aujourd'hui sur lesquelles on s'appuie. On avait un copain qui était sur le 2e étage de la Tour Eiffel qui nous donnait un vent avec un anémomètre et une personne au sol. Donc la personne au sol nous donnait très peu de vent, mais le problème c'est que si on se met presque derrière un mur, le vent on ne va pas le prendre en fonction de sa direction. Il y a plein de paramètres qui font que pour nous, c'était trop dangereux pour y aller. On est passé au-dessus du Crillon, il y avait le drapeau qui tapait, donc dès que le drapeau tape... Crillon, ceux qui ne connaissent pas, c'est Place de la Concorde, c'est un hôtel assez magique. Mais bon, il y a des drapeaux, et s'ils sont au vent, c'est pas terrible. Ils sont au vent, ça tapait, donc ça annonce qu'il y a beaucoup de vent. Et nous, ce qu'on nous annonce au sol, il y a très peu de vent, donc pour nous, c'était pas bon, et on a refusé de ne pas y aller. On ne s'est pas fait engueuler, on n'a pas été punis, voilà, c'était notre décision. Et je pense qu'on avait pris la bonne décision à ce moment-là. Il n'y en a pas un qui a sauté quand même? Si, il y a une partie qui ont sauté. En fait, il y avait 2 types de voiles. Il y avait nos voiles de pression atterrissage, des profils très lents avec des caissons très épais, et des profils un peu plus rapides. Et oui, il y a eu un mec qui a sauté. Ils sont partis à 5, 6, et il y en a eu un qui a eu un accident. Qui s'est fait mal, très mal. Ouais, il s'est fait mal, ouais. Bien fait pour... Non, on ne peut pas dire ça, pas bien fait pour toi. Revenons à ce côté, quand on intervient ensemble, on fait masterclass sur gestion du stress, des émotions, parce que pour le commun des mortels, c'est une épreuve de sauter. Quand on a plus de 15 000 sauts, on peut espérer, même s'il y a peut-être une petite appréhension, ou en tous les cas d'excitation, mais comme un artiste va monter sur scène, il est excité par l'idée avec un peu d'appréhension, il a envie d'y aller. Toi, quand tu sautes aujourd'hui, tu as envie d'y aller. Comment tu fais pour ne pas banaliser le risque, parce qu'il faut quand même tout vérifier, tout checker, parce que sauter d'un avion à 2000 mètres d'altitude, c'est pas sans risque quand même. Alors je pense que la Fédération française de parachutisme a vraiment bien fait les choses. Elle a vraiment tout préparé. C'est à mon sens le sport qui est le plus contrôlé. On ne monte pas dans un avion comme ça. Il faut une licence à jour. Qui dit licence dit un certificat médical, souvent avec des médecins un peu spécialisés. Il y a un niveau, en fonction du nombre de sauts que tu as, tu peux faire certaines choses ou pas. Qui te permet ce niveau de sauter avec une force de vent également. Derrière, tu as toujours un moniteur dans un avion. Donc pour des jeunes parachutistes, ils ne seront jamais envoyés seuls. Ou s'ils sont envoyés seuls, c'est qu'on a jugé qu'ils pouvaient être autonomes. Donc là, ils ont suivi un cursus de formation. Les premiers sauts, ils sont forcément en tandem? Non. Aujourd'hui, il y a la formation de tandem. Et la formation tandem, c'est un peu la découverte très rapide, très ludique, très facile. D'accord. Et après, il y a la PAC, progression accompagnée en chute. Il y a une autre méthode, mais qu'on voit beaucoup moins. On va te mettre dans l'avion et la première fois, tu vas sauter tout seul? Tu auras ton parachute dans le dos et tu vas être accompagné de moniteurs. Et bien, un langage des signes, ils vont corriger ta position. Ah, c'est pas la même démarche quand même non plus, ça. Ouais, je pense qu'émotionnellement, c'est chouette. Ils sont accompagnés, j'imagine, psychologiquement. Oui. Il y a une journée de formation théorique où on va voir un peu comment réagit la personne, si elle commence à monter en stress, un peu tout. On va lui parler des petits incidents, on va lui parler du pilotage, on va parler de tout ce qui peut se passer lors d'un saut.
Et après, on part dans le ciel avec elle. Et voilà, via ce langage des signes, on va discuter avec cette personne. Toi, tu as commencé par le tandem? Non, j'avais pas fait de tandem, je suis parti directement sur la PAC. D'accord. Et t'aimes bien accompagner des gens en tandem? Ça t'arrive? Pas beaucoup, des Ça baptêmes? m'arrive. T'as 3 garçons, est-ce que les 3 y Je sont suis- passés, vont y passer? Alors, les deux Qu'est-ce grands, que tu ils leur sont prévois? passés. Les deux Tu grands, les ils as sont obligés, passés. d'après ce qu'on m'a dit? Non, même pas. Non, le grand, c'était lui qui me demandait et je ne les ai pas amenés en tandem parce que on a deux ministères, jeunesse et sport et ministère des transports. Un côté, c'est une obligation de moyens, et l'autre côté, c'est une obligation de résultat. Obligation de moyens, c'est la jeunesse et sport. Donc, on a déterminé un âge minimum pour sauter et ainsi de suite. Et ministère des transports, c'est un colis. Donc, obligation de résultat, tu prends ce colis d'un point A, tu le ramènes à un point B qui peut être le même que le T'es point comme A. Jason Statham, toi, t'es le transporteur. Et voilà, là. Tu Et moi, poses- je tu suis poses pas pas de questions. Moi, je suis pas transporteur. Moi, je suis jeunesse et sport. Donc, j'ai pas pu sauter avec mes enfants, mais je les ai accompagnés en chute à ce moment-là. Oui, mais en loisir, tu pourrais pas les. Si, avec le ça- grand, avec Oyan, je pourrais sauter aujourd'hui. Ouais. Mais tu le fais pas. On n'a pas eu l'occasion encore. Et tu te sens une responsabilité différente si demain tu dois le faire? Non, parce que j'ai confiance en lui. Et il m'a suivi aussi toute ma carrière. Donc, il a pu voir un peu. Il a toujours vécu sur des aérodromes. Il a vu ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Il connaît. Oui, j'ai perdu des personnes lors d'accidents. Mais il sait pourquoi il y a eu ces accidents et on n'a jamais banalisé un peu l'accident. Donc on a toujours parlé. Un mot, Seb, sur le matériel. Dans les entreprises, on demande toujours de faire confiance aux machines, confiance en autrui, ça c'est encore autre chose, mais confiance au matériel. J'imagine qu'un parachute, alors certains se prêtent, d'autres se prêtent pas, ça se vérifie, ça s'entretient. Un parachute, ça se prête, ça se loue, ça se vérifie avant de monter dans l'avion, avant de sauter. Et après, on replie un parachute. Il y a des plieurs qui sont payés pour replier ton parachute. Dans n'importe quel club, tu as un plieur ou certains doivent se débrouiller tout seuls? Tu pourrais avoir dans n'importe quel club. Il y a des petits clubs, des toutes petites structures associatives qui n'ont pas de plieur parce que pour certaines personnes, c'est le début de la formation. Donc, La première fois que tu plies un parachute pour un camarade, tu dois avoir un peu d'appréhension quand même. aujourd'hui, non, plus du tout. Non, pas toi, mais le commun des mortels, là encore. Je pense qu'il réfléchit pas à ça. Il galère tellement à plier au début son parachute qu'il ne pense pas à celui qui va sauter après. T'as déjà eu, toi, des mauvaises surprises avec ton matériel parce qu'il n'était pas vérifié? Est-ce que tu as déjà commis une erreur par rapport à ça, d'ailleurs? Erreur de vérification, une approximation, on va dire. J'en ai eu une. Après, un moment, quand je voulais aller battre des records du monde de vitesse, ouais, j'ai eu un moment une petite erreur. J'ai pas fait attention à mon matériel à ce moment-là. Mais si tu respectes tout, il n'y a pas de problème. Si tu commences à jouer, il y a Et sur il y a cette des petites petite erreurs. erreur, c'est quoi? Mon parachute s'est ouvert tout seul. J'avais mal rangé mon Ah, extracteur. donc t'as pas pu faire le record que tu souhaitais. Voilà. Après, pareil, quand j'ai commencé au tout début, à un moment, on passe ce qu'on appelle l'auto-vérif. C'est on est autorisé à plier son parachute tout seul. Et là, j'étais autorisé à plier mon parachute tout seul, sauf que la technique de rentrer mes freins de ma voile, je ne la connaissais pas. Et j'ai poussé. Et en fin de compte, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas été capable de dire, je ne connais pas ce matériel-là, est-ce que vous pouvez m'aider? Et quand derrière j'ai ouvert mon parachute, je n'arrivais pas à défaire mes freins pour pouvoir piloter. Donc là, après, j'ai dû faire une procédure de secours. Mais pareil, c'est une erreur de ma part parce que je n'ai pas respecté ce qu'on m'avait enseigné. La question la plus fréquente dans un dîner qu'on te pose, c'est par rapport au danger, par rapport au risque ou par rapport à la sensation? La sensation est très particulière à expliquer. Tu arrives à la définir? Non. Tout le monde va te dire waouh, c'est génial, mais personne ne va réussir à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Parce que en fin de compte, tu es posé sur un coussin d'air. Et les gens, ils ont peur souvent d'avoir ce haut le cœur quand tu es en chute. Et tu n'as pas ce haut le cœur parce que tu es tout de suite posé sur un coussin d'air et puis tu accélères pendant 10 secondes pour atteindre 200 km/h. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, et puis on a tous nos poids sur notre permis en plus. Là, c'est nickel, c'est bien. Easy. Non, c'est vrai que les gens, au début, souvent, quand tu discutes un peu avec eux, ils disent « Ah, moi, je ne pourrais pas, j'ai le vertige ». Après, on leur explique que le vertige, c'est une notion d'une peur par rapport à une hauteur avec un contact avec le sol. Donc là, tu arrives un peu à casser les codes. Après, c'est vrai qu'on te dit « Ouais, mais c'est pas normal, tu pars d'un avion en parfait état de marche. » Donc, on va jouer un peu sur le côté oui, il est en état de marche, mais derrière, c'est nous qui sommes décisionnaires de ce qu'on va faire. Et on n'est pas passif par rapport à un pilote d'avion.
Et là, ils vont me dire, ouais, mais le pilote d'avion, il est qualifié pour poser. Ben, je vais dire, ouais, moi aujourd'hui, je suis qualifié pour poser, soit tout seul, ou soit pour poser avec toi en tandem. Non, merci. Ne jamais dire jamais. Ah, j'ai pas dit jamais. À la limite, je serais peut-être plus tenté que le saut à l'élastique. Alors que le saut à l'élastique est devenu la chose très, très courante, avec beaucoup d'accidents par rapport au parachutisme. Je ne connais pas assez ce monde-là, donc je ne pourrais pas dire. Aujourd'hui, le saut en parachute, il y a énormément de personnes qui viennent faire un tandem. C'est le week-end, on va dans des centres, c'est des usines à tandem aujourd'hui. Parce que c'est le cadeau. Alors, est-ce que ce sera encore le cadeau à la mode dans quelques années? Si tu voulais faire du business facile, c'est là-dessus qu'il faudrait partir, par exemple. Oui et non. Parce que tu es quand même tributaire aussi de la météo. Donc, tu peux avoir un moment, une partie juillet, en fonction d'où tu habites, d'où tu vis. Tu peux avoir peut-être juillet, tous les week-ends qui vont être mauvais, donc ton chiffre d'affaires, un peu, il va tirer la gueule. Après, derrière, tu as aussi le vent qui va jouer. S'il y a trop de vent, tu ne peux pas sauter. Ton avion, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Donc, tu vis d'une passion. C'est vraiment des passionnés. Aujourd'hui, pour faire beaucoup d'argent dans le parachutisme, je ne sais pas si c'est possible. Tu vis de ta passion, en fait. Pour prolonger la passion, je crois que tu as fait une pub où c'était autour de la passion, parce que ça fait rêver quand on voit des images de chute libre comme ça et tout. On vous voit toujours avec la banane, le sourire, comme si de rien n'était, etc. Donc ça, il y a un côté rassurant. Mais après, toi, tu as déjà porté quasiment des messages d'amour pour des pubs. Tu t'es retrouvé à faire des choses un peu curieuses. Donc quand je commence le parachutisme, tout de suite, je me retrouve un peu des sensations de waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est génial. C'est le seul endroit où tu te sens 100% libre? Dans l'eau aussi. J'aime beaucoup aller surfer avec mes enfants, aller faire du kite, et c'est vrai que c'est des sensations que j'adore. Après, très vite, donc je commence à rentrer dans le mode compète. Donc le stress est différent. Bon, tu perds, voilà, comme je disais tout à l'heure, tu n'as plus que C'est le pour stress travailler. du résultat. Le stress du résultat. Classement, ça te saoule. Ça te saoule. Tu t'en prends qu'à toi-même. Après, bon, quand tu es sportif de haut niveau, ton statut sportif de haut niveau, il est remis à jour tous les ans. Sauf si tu es champion du monde, là, tu passes élite et tu es assuré pour 2 ans. Mais cette partie événementielle, j'ai retrouvé mes sensations du début. Donc, j'ai voulu le plus le développer possible. Et tout à l'heure, on parlait de saut sur un terrain de pétanque, mais tout ça, j'ai voulu vraiment le développer sur le milieu culturel, pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc on a fait des demandes en mariage avec des drapeaux derrière moi où il y avait écrit veux-tu m'épouser, et puis la tête de la personne. J'ai livré une montre à Saint-Tropez. Alors c'est quoi l'histoire Parce que l'histoire de la montre, elle est quand même plutôt sympa, je trouve. C'était mon sponsor à l'époque horloger. Et une cliente à lui l'appelle en disant voilà, aujourd'hui je veux offrir une montre à mon mari. Quelle serait la solution la plus folle pour lui livrer? Donc plutôt qu'un coupé sport au ras du sol. Et là, il lui a dit écoute, aujourd'hui, je pense que tu es tombé pile au bon moment, j'ai une idée. Et il a proposé le saut en parachute. Donc voilà, on a décollé de la Mole. Il était avec moi dans l'hélico, donc c'était vraiment super émotionnel. C'est un saut en tandem? Non, le propriétaire de la marque de la montre. Donc hop, on est parti au-dessus des plages à Pamplonne, et après j'ai sauté, j'atterris sur la plage, derrière, j'arrive et je lui remets la montre, ou le truc, il s'y attendait pas du tout. Donc on était un peu les stars de la soirée. Là. Ton plus gros raté? Parce que j'aime bien parler des réussites, mais c'est bien aussi les échecs, savoir s'il y a un petit raté quelque part. Raté en événement, ouais, il y a eu des sauts qu'on a refusés. Par exemple, régulièrement, on a vu des en avant dans l'embut, des conneries comme ça, où tu rigoles. Non, des parachutistes qui restent accrochés aux tribunes. Moi, j'ai pas vu ça. Non, t'as pas vu, mais ça arrive. Non, si, j'ai vu. Et j'étais sur mon canapé, et je sais plus pourquoi je voulais regarder le match, et là, à un moment, je vois mon téléphone qui vibre de partout, qui s'allume. Je dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Je prends le téléphone, Tes potes te demandaient si c'était toi? Et voilà, le premier truc, c'est toi? Donc, bien sûr, j'allume la télé, et là, je vois ce pauvre parachutiste qui était accroché au stadium à Toulouse. Ça, c'est quoi? C'est une erreur d'appréciation? C'est une rafale qui peut aussi remettre en cause? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui ont fait qu'il y a été. Comme je disais tout à l'heure, la pression extérieure. Alors, quand j'ai vu ça, tout de suite, je me suis mis sur les cartes météo et j'ai vu qu'ils avaient joué. Donc, ils ont été sur les limites hautes de la réglementation. Et cette personne, je pense que ce n'est pas une personne mauvaise et qui a peut-être un niveau technique, pas des équipes de France, mais en dessous. Et la pression extérieure, alors c'est un militaire, soit de l'armée, soit du stade toulousain, de l'encadrement, pas de la partie sportive, mais peut-être un peu au-dessus en disant non, il nous faut vraiment ce saut, ce qui a fait que ok, on y va.
Et les pauvres, derrière, ouais, c'était Toi, tu as vraiment fait un touchy. Père Noël vert à Saint-Étienne, c'est ça? Oui, T'aimes le foot? Non, même pas. pas du T'as tout. fait du Hein. rugby. Ouais, c'est ça. Ouais, Pas du tout. Il y avait un peu d'argent à prendre. il y a déjà eu il y a eu la casse noire à Saint-Étienne, il faut se méfier. Ça a été sport, ce saut. Alors, ce saut, oui, techniquement, il s'est bien passé, c'est chouette, sauf que je rentrais de Dubaï. J'ai dû rentrer style le jeudi soir, jeudi après-midi ou même le vendredi, et le saut était le samedi. Donc j'ai pris la voiture, on a fait Gap Saint-Étienne. Le lendemain, je saute et j'ai pas percuté. J'avais une voile équipe de France aux couleurs d'équipe de France d'un de mes sponsors, et c'était bleu, blanc, rouge. Ah, c'est aussi les couleurs de l'Olympique lyonnais, si je dis pas de bêtises. Particulièrement, et je me suis fait un peu insulter. Ah ouais, dommage. Donc on a regardé, et j'avais mes enfants qui étaient là parce que derrière on repartait chez mes parents à Pau. Et mes enfants me disaient, papa, pourquoi on t'insulte? Au début, on pigeait pas. Puis à un moment, il y a un mec qui me dit, faudrait partir parce que là, c'est chaud. Là. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui te procure, est-ce qu'il y a quelque chose qui te procure autant d'adrénaline qu'un saut en parachute, si tant est qu'aujourd'hui ça te fasse encore un peu ce côté adrénaline? Cette adrénaline, je l'ai sur l'événementiel en parachutisme. Quand je saute en tandem, oui, j'ai le souhait de faire bien les choses. Donc je vais faire attention. Et puis alors, ce qui est marrant, c'est que voilà, jeune, je voulais être saisonnier. Je parlais de ski, je parlais de surveillance sur les plages, mais je me suis aperçu avec l'âge, j'aime pas enseigner. J'aime bien partager, mais j'aime pas enseigner. Pour faire du tandem, il faut le faire avec un pote. Dans ce cas-là, ça s'arrêtera là. Voilà, aujourd'hui, faire du tandem, je veux bien le faire avec des gens que je connais, des gens. Mais pas des baptêmes. Mais pas des baptêmes classiques, j'irai plus quelqu'un que faire- tu connais pas. J'irai plus faire une journée dans un centre de parachutisme, sauf s'il faut un moment dépanner un copain, mais j'irai plus faire des journées où tu fais 8 à 10 sauts dans la journée avec des personnes que tu connais pas. Et pour eux, c'est un tour de manège, donc t'es rien, tu t'en fous et j'aime Est-ce pas qu'il ça. faut ranger, et on va bientôt terminer, le parachutisme dans le rayon des sports extrêmes, dits extrêmes? Où c'est tellement bien par rapport au SWOT, comme ça s'appelle ton truc? La wingsuit. Alors la wingsuit, c'est une combinaison. Et la wingsuit, on peut la faire d'avion ou de falaise. Donc, vous voyez, c'est les chauves-souris qui... C'est la chauve-souris, voilà. C'est comme tout, c'est... Ça, c'est un sport extrême, plus que le parachutisme. La wingsuit, non. D'accord. La wingsuit fait partie du parachutisme. Aujourd'hui, c'est une discipline du parachutisme. Mais si tu l'as fait de falaise et que tu viens jouer proche des reliefs, oui, c'est dangereux. Mais si tu l'as fait d'avion, tu as du temps Et si pour tu l'as fait déplacer. d'avion, tu n'as pas les images spectaculaires le long des parois, quoi. Voilà, oui. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait tellement de belles choses dans le ciel. Le danger, c'est quoi? C'est de repousser les limites au fur et à mesure? C'est ça le danger de ce sport? Pour moi, aujourd'hui, ce le genre danger, de discipline? pour moi, aujourd'hui, le danger dans nos sports, c'est les mini-caméras. Parce que toi, tu es professionnel, tu donnes de l'image à tes sponsors sont contents, mais la personne qui n'est pas professionnelle, qui veut devenir professionnelle, va les jouer, va les chercher. Et souvent, les gens qui ne sont pas professionnels vont très vite faire parachutiste, base jump. Ils vont aller de plus en plus loin. Ils vont aller de plus en plus loin, ils vont essayer des choses. Et nous, avant de faire du base jump, on a fait énormément de sauts d'avion. Donc, on a un temps passé cumulé dans le ciel qui est important. Les jeunes qui font du base jump très vite n'ont pas de temps cumulé. Donc, de là, ça devient vite dangereux et ils veulent passer le plus bas pour avoir l'image la plus folle. Et c'est là après où ça tape. Mais nous, avant d'avoir fait plein de choses, il y a eu tellement de temps de travail, tellement d'analyses qui font que tu peux transposer ça par la suite. Pour terminer, si tu devais inciter, est-ce qu'on incite d'ailleurs quelqu'un à sauter au moins une fois dans sa vie en parachute? C'est avant tout pour l'émotion, la sensation que ça procure. C'est pas pour dire juste je l'ai fait, super. C'est pas suffisant. Je ne forcerai pas les gens à le faire parce qu'il faut que ça soit une démarche personnelle. Parce que si ce n'est pas une démarche personnelle, on le voit beaucoup dans le tandem, c'est beaucoup des bons cadeaux Parce que maintenant. souvent, oui, c'est ça. C'est le cadeau d'anniversaire. Tiens, je t'ai offert Tiens, un je saut t'ai en offert un parachute, truc. il faut assumer d'y aller. Est-ce après. que la personne, elle le veut pas? Et j'ai des anecdotes comme ça, j'en ai eu une fois, je crois que je venais d'avoir mon brevet d'État. Et j'ai un copain qui me dit, tiens, j'achète un saut en tandem pour Noël pour mon meilleur ami. Et le mec derrière m'appelle l'année qui suit là, et il me dit, Sébastien, je vous annonce, je ne sauterai pas. Je dis, non, mais... Il me dit, non, mais... Même pas en rêve. Je dis, écoutez, vous avez un petit bon d'achat là, venez, on va manger au restaurant. Il me dit, non, je ne veux pas vous connaître. Parce que je pense que vous allez me saouler, vous allez dire, viens, on va sauter. Donc, faut pas que ce soit une démarche forcée. Et on le voit de plus en plus, les gens, ils viennent pour les enterrements de vie de garçon, en plus ils arrivent bourrés, donc là, c'est l'enfer. C'est des cadeaux empoisonnés parce que tu sais plus quoi offrir à Noël.
Et c'est dommage un peu que cette démarche soit pas personnelle. Je préfère qu'une personne me dise, tiens Sébastien, j'ai envie de sauter en parachute, amène-moi. Tu échanges, tu discutes et tu y vas et voilà, tu vas passer un bon moment. J'imagine que dans un avion, tu as vu des gens qui, au dernier moment, disaient je ne veux pas y aller. Ouais. On cherche à les convaincre Non. sur la sensation ou Non, une autre fois, et puis voilà. Tu forces pas les personnes parce que si tu as le moindre Non, mais sans accident après. forcer, est-ce qu'on essaye de les convaincre? On les fait réfléchir en tous les cas, c'est ça? Moi, pas du tout. Et ce qui est marrant, c'est que ces personnes où il y a eu des refus de saut, moi j'en ai eu 2 refus de saut. Alors sur le nombre de tandem, je sais pas exactement. Ils sont repartis, ils sont remontés après? Non, pas Même du pas. tout. Non, on est redescendu avec l'avion. Alors la descente avec l'avion, elle est raide hein, parce que l'avion largue, mais derrière, il pique. Hein. Donc il atterrit quasiment en même temps que les T'avais qu'à parachutistes. me faire sauter en parachute. L'avion atterrit quasiment en même temps que les parachutistes, donc ça va vite. Et le truc qui est marrant, c'est que c'est les hommes qui font des refus de saut. Les femmes sont plus courageuses que nous. Un peu plus tête brûlée? Non, pas tête brûlée, je dirais plus courageuse. Audacieuse. Courageuse tout simplement. Par contre, une femme est capable de dire en bas, je n'irai pas. L'homme va dire au début, oui, je vais y aller parce que j'ai un effet de groupe et ainsi de suite. Mais dans l'avion, il va refuser. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Un copain moniteur de ski qui avait accompagné sa femme et au moment d'ouverture de la porte, il a pris une lettre, il les a jetées, il m'a dit Seb, je saute pas. Et une autre fois, un ancien rugbyman professionnel de Grenoble, il m'a pris les jambes, il avait des mains qui faisaient 2 mètres de large. Là, quand il m'a pris les jambes, je dis on va y aller doucement parce que je commence à avoir mal là. Et il m'a dit non, Seb, hors de question qu'on saute. Donc on est redescendu avec l'avion. Sur les plus de 15 000 sauts, est-ce que comme un footballeur va se souvenir de tous ses matchs quasiment ou de tous ses buts, bon, il y a moins de buts, tu me diras. Toi, tu te souviens de tous tes sauts? Non, il y a plein de sauts, je ne me souviens pas. Il y a un côté répétitif quand même par moment sur certains sauts? L'entraînement peut être répétitif. Le côté répétitif peut être dangereux, Parce mais qu'on est moins vigilant. moins vigilant. Après, bon, on est tout seul, on connaît nos gestes, on connaît nos procédures. Tu t'aperçois qu'une passion, ça peut devenir une contrainte aussi, parce qu'il y a des matins, tu parlais de sourire tout à l'heure, c'est toujours marrant, mais bon, quand tu arrives qu'il fait froid, tu râles un peu au début. Après, une fois que c'est lancé, avec tes copains, tu t'amuses. Mais non, je ne me souviens pas tous mes sauts. Après, j'ai des sauts qui m'ont marqué, émotionnellement, qui ont été forts, ou des choses qui ont été géniales. Mais tous mes sauts, non, je ne me souviens pas de tous mes sauts. Hein. Est-ce que tu peux tirer une maxime d'être parachutiste par rapport à la vie, par rapport au côté aussi entrepreneurial, pourquoi pas? Je dirais que le parachutisme, c'est une leçon de vie où tu vas apprendre certaines choses et tu vas apprendre beaucoup à sectoriser un peu ce que tu dois faire. Je parlais que c'était très, très contrôlé, hein, mais tu prépares ton matériel avant d'y aller. Donc, c'est peut-être un objectif à faire dans l'entrepreneuriat. Après, tu vas monter dans l'avion. Donc, tu vas devoir également te contrôler. Hein. Donc, ça peut peut-être s'apparenter à une étude de marché, je ne sais pas. D'ailleurs, tu as la partie chute. Mais la partie chute, il faut que tu fasses attention au largage. Il y a plein de petits trucs que tu dois regarder qui font que, à la fin, tu vas pouvoir faire ton travail sous voile et te poser où tu veux. Mais quand tu as fait ton travail sous voile, toute ta partie chute, tu n'y penses plus. Et quand tu es en chute, tu ne penses pas du tout à ton sous voile parce qu'après, il faut ouvrir ton parachute. Donc, tu sectorises tout. Et je trouve que voilà, ça peut aider pour l'entrepreneuriat. Tu dis, OK, je veux aller là, j'ai tel truc, je dois faire ça. Je me concentre que là-dessus, je ne pense pas à autre chose. Avec toujours cette petite part d'imprévu qui n'est pas désagréable quand même. La magie du direct en télé, c'est pareil. Ouais, après, il y a toujours de l'imprévu de partout. Tu prends ta bagnole, il y a de l'imprévu. Il y a plein de choses aujourd'hui, tu as de l'imprévu. Et c'est vrai qu'on aime aussi un peu cette notion d'adrénaline. Donc, je ne vais pas dire qu'on va aller chercher cet imprévu, mais ce moment où tu passes la porte de l'avion, c'est vrai que c'est chouette. Donc l'entrepreneuriat, tu vas chercher des fois un peu des objectifs un peu plus hauts pour essayer d'y aller et tu vas tout mettre en œuvre pour y arriver. J'ai quand même une dernière question qui me vient à l'esprit, c'est tant que j'ai un esprit, mais bon, c'est le hasard. Le saut ultime, le saut, pas extrême, mais vraiment ultime. Est-ce qu'il y a un saut dont tu as rêvé, mais qui demande trop de composantes et trop compliqué à organiser? Il y a un saut que j'aurais rêvé faire. Donc ça veut dire que tu l'as mis derrière, tu peux plus? Si, je pourrais le faire. Ça dépend ce que tu as dans les poches. Est-ce que tu as beaucoup d'argent ou pas? Le saut de Félix Baumgartner. En dehors de l'atmosphère. Voilà, ouais, monter à 33, 34 km là-haut, j'aimerais vraiment le faire. Là, tout de suite, c'est des budgets qui sont colossaux. Donc, Mais l'expérience qu'il a vécue, ça t'a sidéré et ça te fascine? Ouais, ça m'a fasciné. Parce que c'est le premier homme nu, alors nu, sans artifice autour de lui, qui a passé le mur du son. Donc, déjà, ne serait-ce que de le concevoir, de l'imaginer. Il avait été déjà fait avant. Il y a par une personne qui est avec lui dans son équipe technique.
qui était la personne qui gérait un peu tout ça. Et une personne a battu son record du monde de hauteur un mois ou deux après, hein. Mais il ne l'a pas médiatisé. Après, Félix, voilà, l'a énormément médiatisé grâce à Stratos et Red Bull. Mais c'est ouais, ce truc de se dire, tiens, je vais tout là-haut, je vois la Terre ronde, parce que voilà, il a vu la Terre ronde aussi, hein. Et ça doit être vraiment trippant. Ouais. Alors, je pense que Sébastien vous a déjà fait pas mal voyager, mais allez voir des vidéos sur les réseaux, vous tapez Sébastien Carbillet. Il y en a quelques-unes. On voit des sauts, puis pour ceux qui ont oublié Baumgartner, il y a quand même quelques vidéos sympas, et puis le wingsuit, il y a des choses belles à voir. Il y a des choses magnifiques mais à regarder. toujours en maîtrise, on l'a compris, finalement, ce qui paraissait, ça paraît presque banal. On va aller sauter bientôt tous les deux, faut qu'on y aille. Ah bien, ça me fait plaisir ça. En tous les cas, on se retrouvera très prochainement pour d'autres aventures dans Horizon Pro. Merci à tous et merci. Merci. Sébastien.